suis ravie de vous accueillir à cette conférence sur le commerce international. Pour animer cette thématique riche et passionnante, on accueille un spécialiste émérite en la personne de monsieur Hubert Martini, qui va aborder avec vous, acteur économique calédonien, l'importance de sécuriser vos transactions à l'international, vos flux internationaux, et notamment à l'importation, vos circuits d'approvisionnement. En ces temps compliqués, instables et marqués par les incertitudes, il est très important, aussi bien à l'importation d'ailleurs qu'à l'exportation, de sécuriser vos paiements, vos flux, vos transactions. Donc vous l'aurez compris, on va parler CREDOC, crédit documentaire, remise documentaire, garantie fournisseur, garantie à l'international. On va aborder aussi la partie avance de trésorerie à l'importation, mais également toute la partie couverture de change contre devise en fin de présentation. Avant de commencer, je vais tendre le micro à monsieur Yves Russmann, qui est notre responsable des opérations à l'international. Je vous souhaite une bonne conférence à tous. Merci Amandine, bonjour à tous. Donc Yves Russmann, responsable du pôle international. Je suis là avec mon équipe, Marion Binet qui est expert trade, Jocelyne qui est expert en change à la Société Générale, et Romane qui est experte dans les deux pôles. On vous laissera à la fin de cette conférence, si vous le souhaitez, on pourra vous envoyer les slides de la présentation complète, puisque le Hubert va aborder beaucoup de thèmes et pas forcément détailler tout ce qu'il y a sur cette présentation, mais qui se veut très complète. Donc si vous voulez, on pourra vous l'envoyer par la suite par mail. On vous fera passer un petit document pour pouvoir enregistrer vos mails et qu'on puisse vous envoyer ça. Hubert, je te laisse la place. Très bien. Donc, est-ce qu'on m'entend comme ça ? C'est la première fois que je viens de Calédonie et je trouve que c'est un pays très très joli, un accueil extrêmement chaleureux. Je vais me présenter en 2 minutes et après je vais démarrer. Donc mon nom c'est monsieur Martini Hubert. J'ai un parcours totalement atypique pour des entreprises et banquiers parce que j'ai un parcours normal sup, agrégation, prof pendant 30 ans en master Trade Finance à Dauphine et à Piaget-Co. Et ça m'occupait qu'une journée par semaine. Et je trouvais que le reste de la semaine, ça serait bien un peu de bosser. Et donc j'ai été et je suis toujours consultant pour des banques et des entreprises. Voilà. Aujourd'hui, je travaille à peu près pour une 50aine de banques dans le monde, de façon régulière. Et entre autres au niveau de la France, pour 2 groupes bancaires en toute transparence, le groupe donc, Société Générale et leurs filiales donc, en Afrique, en Asie, etc. Et le groupe BPCE qui est l'ensemble Natixis, Banque Populaire, Caisse d'Épargne et qui dans certaines régions a des noms locaux, mais ça appartient au groupe BPCE, 2 groupes extrêmement sympathiques et dynamiques. Je voulais vous proposer une présentation PowerPoint qui fait 35 diapos. Il n'est pas question de passer les 35 diapos, mais je n'ai pas voulu supprimer les diapositives parce que certaines diapositives peuvent vous servir en quelque sorte d'avoir un petit repère. Entre autres, il y a 5 ou 6 diapos sur les incoterms, même si je le traiterai en 3-4 minutes. On peut comme ça renvoyer vers quelques diapositives. Donc, la thématique aujourd'hui, c'est l'international. Force est de constater qu'on soit en Nouvelle-Calédonie, qu'on soit en France, qu'on soit au Vietnam où je vis en partie de l'année, les entreprises qui sont à l'international traversent mieux les crises que les autres entreprises. Alors que ce soit à l'export, que ce soit à l'import, on note bien que l'international est la planche de salut de beaucoup d'entreprises pour pouvoir traverser les périodes difficiles. Aujourd'hui, c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie est en train de se reconstruire. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'entreprises exportatrices parce que le contexte de tissu ne se prête pas beaucoup à ce que l'export se soit fortement développé. Mais bon, il y a des choses qui sont fortement possibles. Et je lisais un peu les revues un peu spécialisées. On a quand même ici, non seulement les fameuses exportations de thon et autres qui sont un peu en berne en raison de la suppression de la ligne aérienne, on a quand même des entreprises comme la SLN. Moi, je travaille pendant 25 ans en conseil pour le Pyramide, je connais bien ce groupe.
qui fait travailler des entreprises locales. Les entreprises locales ont une ingénierie qui est forcément exportable dans d'autres régions du monde. Oui. Pour le son. Ah, d'accord, merci. Ouais. Je suis un peu bras cassé, moi, hein, donc voilà, tac, voilà, ça marche. Donc ça, c'est ma tête de singe, voilà, tac, voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? On a envie de dire que l'année 2025 a été meilleure que prévu, d'accord? Le rebond a été meilleur que prévu, malgré un contexte, on va dire, géopolitique assez compliqué. Et si on regarde bien, le commerce international a augmenté de presque 4%, la croissance mondiale de 2,6%, mais derrière cette croissance mondiale à 2,6% se cachent des disparités énormes. Si vous prenez donc l'Europe, c'est vrai qu'on a des croissances qui sont souvent inférieures à 2%, donc c'est vraiment l'Europe en berne. Mais si vous regardez l'Afrique, entre autres l'Afrique noire, qu'elle soit francophone ou anglophone, on a souvent des croissances à 6 ou 8%, et je ne vous parle même pas de l'Asie, avec des dragons numéro 1, 2 ou 3, avec des croissances souvent à 8 ou 10%. Et aujourd'hui, par exemple, en Europe, on a bien compris que l'Asie du Sud-Est est quand même un territoire de développement du commerce international. Et je pense que pour la Nouvelle-Calédonie aussi, c'est un territoire qui peut être très intéressant. Bon, la Chine, c'est eux qui s'en sortent un peu le moins bien, et c'est bien pour ça qu'un certain nombre d'entreprises sont obligées de revoir leur stratégie. Elles pensaient pouvoir vendre sur la Chine assez facilement, et ça devient très compliqué. On traverse depuis 4 mois une crise avec la guerre entre l'Iran, Israël, les États-Unis. On a vu comme quoi le prix du pétrole a fortement augmenté. Et donc, mis à part, ça a un impact au prix à la pompe. Hein. J'ai encore vu que là, en 24 heures, le prix de l'essence a pris une vingtaine de centimes. Donc, c'est quand même pas neutre. Ça fait presque 10%, hein, si je réfléchis bien. Ça a un impact quand même énorme sur toute l'économie mondiale, que ça soit en Océanie, que ça soit en Asie du Sud-Est, que ça soit en Europe. Parce que non seulement il y a l'énergie pour faire circuler les voitures, pour faire circuler les avions, mais on a par exemple pour la production des engrais, on utilise des produits pétroliers. Il y a de nombreux produits qui sont des dérivés du pétrole et qui connaissent des coûts extrêmement importants. On a par exemple l'industrie d'aluminium et autres qui consomment énormément d'énergie et donc le coût de l'énergie a fortement augmenté. Donc on a des secteurs qui sont vraiment très très sensibles. On a même dans les problématiques d'élevage, les problèmes de la nourriture animale qui aussi est très dépendante du prix du pétrole. Alors moi je ne suis pas devin, en plus on a un président américain, Trump, qui est totalement imprévisible, et c'est vrai qu'on aurait pensé que cette guerre allait cesser sous quelques semaines avec le discours de Trump, et on voit bien que Trump, il change d'idée du jour au lendemain, on n'a aucune visibilité, et donc les économistes qui pensaient que cette crise serait assez temporaire, et donc l'impact serait quand même relativement négligeable, là on commence à sentir que ça a un poids sur la croissance, d'autant plus que ça retarde donc les investissements, parce qu'un contexte incertain fait que les investisseurs, eh bien, vont être en attente. Vous connaissez bien, en Nouvelle-Calédonie, on a bien aussi ce problème où, tant que la situation politique n'est pas bien assise, eh bien, les investisseurs sont en attente. Les taux d'intérêt restent extrêmement bas, d'accord, dans pas mal de pays, compte tenu du contexte. Si vous regardez bien, hein, on a donc sur la Nouvelle-Zélande 2%, le Japon 0,75%, on a rarement plus de 4%. Ça vous explique deux choses. Ça vous explique que pour l'instant, tant que ces taux d'intérêt sont bas, ben ça me permet de maintenir une croissance et de ne pas bloquer la croissance. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai lu ce matin que la BCE pense à réfléchir à augmenter les taux, et je pense que ça serait une faute grave, parce qu'au moment où il y a une reprise économique, une reprise de croissance, l'augmentation des taux peut être un frein. Bon. Si les taux ne montent pas non plus, c'est que, par exemple, en matière immobilière, les banques ne sont pas très sollicitées pour faire des prêts immobiliers, alors d'autant plus qu'elles-mêmes ne sont pas non plus fortement partantes pour en accorder. Donc les perspectives de croissance restent quand même relativement positives, d'accord, malgré le contexte géopolitique et ses incertitudes sur le pétrole, le contexte de croissance est quand même au rendez-vous.
L'Asie draine quand même pas mal la croissance, ainsi que l'Afrique. Sur l'Europe et les États-Unis, la croissance est quand même plus limitée. Donc là, j'avais fait un petit tableau qui n'est pas forcément très favorable, qui montre en fin de compte le commerce extérieur de la Nouvelle-Calédonie. On s'aperçoit que ça soit les exportations et les importations, elles sont en baisse, d'accord. En ce qui concerne, je crois, le marché de l'automobile, il s'est quand même relativement effondré ces dernières années, donc les ventes sont beaucoup plus faibles. Alors, ça veut dire qu'il y a moins d'importations. Matières premières, le soufre est importé de nouveau parce qu'il sert à la fabrication de produits en aluminium. Donc j'ai vu qu'il y a une très forte croissance des importations de soufre qui sont classées dans les importations de matières premières brutes, et les produits énergétiques ont augmenté par un effet prix, même si la croissance en Nouvelle-Calédonie n'a pas repris de façon extrêmement forte. Par un effet prix, le montant des importations a fortement augmenté. Sur les exportations, eh bien, le nickel a repris, que ce soit sous forme de matières premières ou ce produit transformé. Ça, c'est un bon signe. En ce qui concerne les produits de la mer, eh bien, malheureusement, la suppression de la ligne aérienne vers le Japon fait que les exportations de thon deviennent compliquées. Et même pour les crevettes, j'ai lu quand même que ce n'était pas du tout évident d'exporter. Donc il y a encore des exportateurs qui arrivent à trouver des solutions logistiques pour exporter leurs crevettes bleues vers le Japon. Je crois que certains visent les États-Unis. Les États-Unis, c'est très loin. Donc en termes logistiques, ce n'est pas forcément évident. Donc je pense qu'il y a un gisement de croissance important, mais il est nécessaire forcément qu'on trouve des solutions logistiques assez rapidement. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que sont présentes des entreprises ici qui sont essentiellement importatrices. On m'a demandé, c'est normal parce que c'est dans l'air du temps, de ne pas oublier les exportateurs, parce qu'il y en a eu par le passé, il y en a de nouveaux qui exportent et qui considèrent qu'ils doivent exporter. Et dans le discours, on va dire, politique, que ce soit en métropole ou aussi, ben, les autorités aimeraient bien que l'export se redéveloppe pour deux raisons. Premièrement, c'est une source de développement important pour une entreprise. Et deuxièmement, c'est une façon de récupérer de la devise. Et quand on a un pays qui est fortement importateur, des rentrées de devises permettent quand même de rééquilibrer un tout petit peu la couverture entre les imports et les exports. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, je pense que les exports couvrent à peine 60% des importations. Donc il y a un déficit structurel qui est compensé par le tourisme qui est renaît un tout petit peu et par bien sûr les aides que la Nouvelle-Calédonie bénéficie. Donc à l'importation, le problème des entreprises, c'est sécuriser leurs importations. Sécuriser, ça veut dire s'assurer que les fournisseurs envoient les produits en temps et en heure et dans la qualité requise. C'est ça, sécuriser. Et bien évidemment, payer ses fournisseurs. Du côté de l'export, il y a un adage qui dit « vendre c'est bien, être payé c'est mieux ». Donc toute entreprise exportatrice calédonienne, son premier souci, c'est si elle a trouvé des clients, de s'assurer que ses clients payent. Alors si je prends l'exemple du thon jaune avec les exportations sur le Japon, sauf erreur de ma part, la culture des Japonais, c'est de payer leurs factures. Je n'ai jamais vu personnellement en 35 ans une entreprise plantée par une entreprise japonaise. Je pense qu'il y a des aspects, on va dire, culturels qui font qu'on ne perd pas la face et donc on paye. Bon. Après, attention, les Japonais, ce n'est pas des tendres. Hein. S'il y a le moindre contentieux commercial sur la qualité, l'emballage, etc., ils bloquent tout. C'est-à-dire qu'il y a une règle de base, on paye que si un produit est conforme à ce qu'on a commandé. Alors, les enjeux pour les importateurs, comme je l'ai souligné, c'est la qualité requise. Quand on importe des produits, eh bien, en tant qu'importateur, on veut s'assurer que les produits qui sont importés seront de la qualité requise, d'autant plus que votre île, elle a quand même un contexte sanitaire assez strict, et donc il faut forcément que les fournisseurs respectent les règles, que ce soit des produits qui soient aux normes européennes sur le plan sanitaire, mais qu'on ait par exemple des emballages qui soient adaptés, etc. La quantité négociée. La crainte pour un importateur, c'est de travailler avec un fournisseur et ce fournisseur ne respecte pas les quantités. Troisièmement, les délais impartis.
Donc là, je pense à un cas à Société Générale, hein, une entreprise qui importe des produits d'hygiène en provenance d'Algérie, pourtant une très grosse boîte algérienne. En fin de compte, cette entreprise, nous, calédonienne, elle est baladée avec des délais d'expédition qui ne sont pas respectés, avec des délais de présentation de documents qui ne sont pas respectés. Et c'est pas normal qu'un Calédonien paye des produits plein pot et derrière, il a un service qui est extrêmement déplorable. Et là-dessus, j'insiste fortement. On dit souvent que le rapport de force est vers les fournisseurs, mais sachez qu'aujourd'hui, les fournisseurs, ils ont faim, et donc ils sont prêts à être plus attentifs aux besoins de leurs clients. Donc à un moment, il faut remettre les pendules à l'heure, et un fournisseur qui ne respecte pas ses délais, on a moyen de lui mettre la pression. Et un des moyens, c'est de négocier des clauses de pénalité, des choses comme ça, et les banques, d'accord, qui sont présentes ici, les banques, elles savent comment insérer ces clauses contractuelles dans des engagements bancaires. Hein. On parle souvent de l'autonomie entre l'engagement bancaire, hein, un crédit documentaire, une garantie, c'est indépendant du contrat, mais on peut très bien relier les deux en insérant des clauses qui font que derrière, le bénéficiaire de l'engagement bancaire, s'il ne respecte pas les clauses de la garantie, eh bien, il n'est pas payé, ou en tous les cas, il peut se retrouver avec des pénalités. Donc là, je vous ai montré quand même ici la variation des cours, hein, d'accord, qui est assez importante. Donc là, on a bien constaté qu'il y a deux monnaies qui ont perdu de la valeur, que ce soit par rapport au franc Pacifique, que ce soit par rapport donc, à l'euro. C'est donc l'USD et le yen japonais. Et il y a d'autres monnaies qui ont pris de la valeur en pause, je pense entre autres au dollar Singapour ou au dollar australien. Je reviendrai un peu plus tard sur donc, le risque de change, qui est quand même un paramètre important. Les banques de la place ont tous les produits pour protéger les exportateurs, les importateurs du risque de change. Encore faut-il que les entreprises aient bien pris conscience qu'un risque de change peut dévorer les marges et peut faire qu'une entreprise qui avait une opération qui était bénéficiaire se retrouve avec des pertes. D'accord ? Une banque, ça va vite s'apercevoir si une entreprise gère bien son risque de change ou pas. Il suffit qu'elle prenne le bilan et le compte des résultats de l'entreprise en fin d'année et malheureusement, elle va constater une ligne perte de change. Et donc, elle aura envie de dire à l'entreprise, c'est un peu dommage d'avoir perdu, bon, je vais parler en euros, hein, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros de perte de change, tout simplement parce qu'on ne s'est pas couvert. Bon. Donc, en ce qui concerne les importateurs, un des problèmes, c'est de rassurer les fournisseurs. En effet, vous pouvez très bien être un très bon client pour la BCI, pour la BNC, pour la Société Générale Nouvelle-Calédonie, mais être un inconnu au bataillon pour un fournisseur japonais, un fournisseur américain ou un fournisseur européen. Donc les banques de la place, elles servent par l'émission d'engagement bancaire à rassurer les fournisseurs qu'à la sortie, ils seront bien payés. Mais en contrepartie de ces engagements que vous allez, banquier, émettre, on peut faire comprendre à nos clients importateurs qu'on a la capacité de les protéger en insérant dans ces engagements bancaires des clauses qui rassurent l'importateur calédonien que le fournisseur n'aura pas le choix que de respecter ses engagements contractuels. C'est donnant-donnant. Il faut savoir que ces engagements par signature, ce n'est pas unilatéral, ce n'est pas le fournisseur américain qui va être sûr d'être payé, c'est aussi l'acheteur calédonien qui va être sûr que son fournisseur respecte bien ses engagements. Et nous, on a moyen, en tant que banque, de trouver un juste équilibre. Alors je vous ai mis, voilà, respecter ses propres engagements contractuels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si par exemple je commande des équipements chez Schneider, si je commande des équipements chez Sidel, Sidel c'est un fabricant français qui vend des lignes d'embouteillage, des lignes de conditionnement, il est bien évident que si le contrat prévoit que moi dans mon usine d'eau minérale, ça s'appelle Mondor, hein, voilà, je dois installer un plancher avec une pente maximum de 0,25% de déclinaison. Si je mets à disposition du fournisseur une pente à 3%, forcément, la rotation des tapis roulants, etc., ne sera pas conforme et forcément, le fournisseur ne pourra pas respecter ses engagements. D'accord ? Donc, c'est donnant-donnant. Donc là, je vous ai mis en termes de lecture. Alors ici, vous avez la chance, en Nouvelle-Calédonie, d'avoir une présentation du cours de change sous forme ancienne qu'on appelle à l'incertain. En fin de compte, ça veut dire que les devises étrangères sont cotées par rapport au franc Pacifique. Donc je vous ai mis un petit exemple numérique. Si à la signature d'un contrat, je suis à l'import, hein,
le dollar cote 103 et à l'échéance, l'hypothèse c'est qu'il cote 108, eh bien on n'est pas grand sorcier, on va comprendre que le dollar s'est apprécié. En tant qu'importateur, je suis facturé en dollars. Malheureusement pour moi, je vais, si je ne me suis pas protégé, si je ne me suis pas couvert, je vais devoir décaisser plus de francs donc pacifiques pour pouvoir payer mon fournisseur. Donc la lecture est assez aisée pour vous de comprendre qu'en fonction de l'évolution d'un cours de change, est-ce que c'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire? Bon. Il est bien évident que quand le dollar s'apprécie et qu'on est facturé en dollars, eh ben, l'importateur calédonien, il pleure comme un crocodile ou un requin, d'accord, voilà. Quand on est exportateur, et on l'a été sur, donc, par exemple, le thon, si on a facturé le thon en dollars et que le dollar s'apprécie, c'est une bonne affaire. Si on facture le thon en yens et que le yen se casse la figure, bah forcément, l'exportateur calédonien, il va perdre de l'argent, donc il avait intérêt à se couvrir en utilisant les produits proposés par la banque. Voilà. Donc là-dessus, les banquiers, quels que soient les banquiers de la place, ils ont quand même des produits qui se ressemblent, qui ont des appellations qui sont propres, mais globalement, on a un produit simple, c'est la couverture à terme. Donc ça, c'est fait pour un importateur ou un exportateur qui a une créance ou une dette qui est certaine avec une échéance qui est fixe. D'accord ? Donc là, on prend un cours à terme. Si maintenant, on a une fenêtre de tir parce qu'on importe des produits et on ne sait pas trop la date à laquelle on va les importer, mais qu'on sait que globalement, on devra payer, supposons, 40 000 $ entre le 1er novembre et le 31 décembre, eh bien là, on a des produits qui vont s'appeler change flexible et qui permettent en fin de compte que l'importateur se voit garantir un cours à terme et il pourra présenter ses demandes de paiement durant cette période-là. Il y a un produit que je n'ai pas vu ici, en tous les cas chez Société Générale, et qui existe en France, c'est ce qu'on appelle le change avec intéressement. C'est-à-dire que cette fois-ci, la banque propose un cours à terme légèrement dégradé, mais si jamais il y a une évolution favorable de la devise pour l'opérateur calédonien, il va en bénéficier en partie. Donc c'est un mix court à terme avec option. C'est un produit très intéressant, un peu plus sexy, et qui fait que là, il y a quand même l'espoir pour une entreprise de ne pas être verrouillée par un court à terme qui est figé et on n'en parle plus. Là, il y a quand même l'espoir que si le marché se retourne favorablement pour l'opérateur, donc favorablement, tout le monde a bien compris, que si je suis importateur, ça veut dire que la devise étrangère se casse la figure, et si je suis exportateur dans une devise étrangère, c'est-à-dire que la devise étrangère s'apprécie. Donc là, j'étais en train d'expliquer que les importateurs devraient quand même verrouiller la négociation en s'appuyant sur un certain nombre d'éléments importants. Quand je suis importateur, je veux me garantir que le fournisseur va bien respecter des délais de livraison. Je veux qu'il me fournisse une quantité. Donc je veux bien mettre en évidence une tolérance sur la quantité, mais je veux quand même une quantité minimale. Je veux bien sûr une livraison dans un lieu déterminé en utilisant ce qu'on appelle un incoterm. Je reviendrai dans 2 minutes là-dessus. Et puis bien évidemment, je veux éventuellement un délai de paiement. Donc ça, en ce qui concerne le délai de paiement, on en reparlera un peu plus tard. Soit le délai de paiement, il est accordé par le fournisseur, et là, il faut faire attention de ne pas se faire arnaquer, qu'il ne majore pas son prix pour intégrer le coût du délai de paiement. Et si on n'a pas confiance dans son fournisseur sur la façon de facturer le délai de paiement, eh ben, il vaut mieux prendre la direction de sa banque, et sa banque est en capacité de proposer des produits de facilité de financement des importations qui vont s'appeler avance en devise à l'import, qui vont s'appeler Trésoflex. Bon, chaque banque a des appellations, mais les produits visent en quelque sorte à permettre à l'acheteur, à l'importateur calédonien de payer, entre guillemets, à vue le fournisseur étranger, au passage de lui tordre le cou en disant « dis donc, je te paye à vue, tu vas m'accorder 1% de remise ou 2% de remise », et d'un autre côté, à l'insu du fournisseur, la banque calédonienne accorde une facilité de crédit à l'importateur. Alors ça peut être 60 jours, 90 jours, 120 jours, tout dépend des besoins, de telle façon que l'importateur ait soit revendu, soit transformé les produits et qu'il ait créé du cash avec son importation. Bon, l'export, je passe, si vous m'autorisez. Je passe.
Alors, les Incoterms, je ne veux pas vous transformer tous en experts logistiques, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais les Incoterms, quand même, c'est 70% des conflits entre un acheteur et un vendeur. Et pourquoi il y a ce conflit? Parce qu'il y a une très mauvaise connaissance des Incoterms de part et d'autre. Les Incoterms sont importants pour l'acheteur et le vendeur, c'est-à-dire pour l'importateur calédonien et son fournisseur, ou pour l'export calédonien et son client à l'étranger, mais sont importants aussi pour la banque et pour le transitaire. Parce qu'en effet, les Incoterms vont préciser comment se fait le transfert de frais et de risques entre le vendeur et l'acheteur. Donc, bien évidemment, en tant qu'importateur calédonien, je veux savoir quelles sont les obligations de mon fournisseur. On est d'accord? Prenons un exemple. Je suis une société minière de la région. J'achète une machine, une presse, un four, que sais-je. Il est bien évident que moi, je n'ai pas forcément les moyens logistiques pour gérer la logistique jusqu'à ma mine, et je peux être amené à acheter mon équipement avec un Incoterm qu'on appelle DAP, d'accord? Delivery at Place. Et bien là, ça veut dire que tout simplement, le fournisseur allemand, coréen ou japonais, il est tenu d'organiser la logistique jusqu'au lieu convenu, déchargement compris, il est responsable de l'état de la marchandise à l'arrivée. Donc à la limite, si j'ai acheté DAP un point donné, je peux très bien dire que le paiement ou une partie du paiement sera fait sur la base d'un PV de réception qui va constater l'état à l'arrivée. D'accord? Si maintenant, je ne sais plus c'était quel cas, c'est peut-être des voitures, j'ai vu, des voitures sont achetées en FCA port japonais, ça veut dire que l'importateur calédonien, il a pris la responsabilité de vouloir s'organiser la logistique du Japon à Nouméa. Si les voitures arrivent grêlées, si elles arrivent endommagées, rayées, il n'aura plus qu'à pleurer comme un crocodile. Parce qu'en fin de compte, le fournisseur coréen ou japonais, lui, sa responsabilité, c'est arrêter à la remise de la marchandise, soit un transitaire asiatique, soit à l'aéroport ou au port. C'est clair? Donc l'Incoterm, c'est un élément qui est très important. Il y a une chose que j'ai envie de dire et que je dis en Afrique en permanence, les importateurs ici, entre guillemets, la plupart, c'est entre guillemets des nains de jardin pour les fournisseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos fournisseurs ont des capacités de négociation du transport bien supérieures à la vôtre. Et donc, si je dois importer 20 000 pneus du Brésil, vaut mieux que j'achète mes pneus rendus Nouméa avec un Incoterm transport compris, plutôt que de m'amuser à les acheter sortis d'usine Belém et de m'appuyer sur un transitaire peut-être compétent ici à Nouméa, mais qui n'aura pas, en fin de compte, le pouvoir de négociation. C'est pour ça que l'Incoterm, ça a des conséquences aussi au niveau de la négociation et des prix. Donc là, je vous ai mis quelques petits exemples pour ceux qui ne connaissent pas les Incoterms. Je suis calédonien, j'importe des médicaments, je les achète FCA, Roissy. Ça, c'est pas compliqué, parce qu'un laboratoire me vend des médicaments génériques ou pas génériques mis à disposition à Roissy. C'est très facile pour un transitaire calédonien de prendre contact avec un correspondant à Roissy et de réserver 300 kg ou 200 kg de fret aérien avec Air Calin ou avec Air France. D'accord? Bon. C'est pas la même chose que d'acheter les mêmes médicaments Institut Mérieux dans la banlieue de Lyon. Parce que là, il y a toute la problématique du préacheminement entre l'Institut Mérieux, Satolas, Roissy, la douane, etc. Deuxième exemple, achat de modules photovoltaïques, CPT, port de Nouméa. Donc là, j'achète des cellules, dans le cas, par exemple, d'une ferme photovoltaïque, et là, je ne vais pas me prendre la tête à les acheter départ l'usine de Shenzhen, d'accord? C'est des produits quand même qui sont fragiles. Je préfère que le fournisseur organise la solution, quitte éventuellement à m'assurer sur les risques logistiques. Ensuite, achat de voiture, la CIP Nouméa. Donc là, ça veut dire que le Coréen, il vend des voitures, transport compris, assurance comprise. Même si c'est le Calédonien qui est en risque jusqu'à Nouméa, d'accord, il a entre les mains un certificat d'assurance souscrit par le Coréen qu'il pourra transformer en indemnisation si jamais les voitures arrivent endommagées. Bon, là, j'ai pris l'exemple du nickel, parce que les exportations de nickel se font pas mal vers l'Asie. Et là, les Asiatiques, eux, ils ont la culture d'avoir transport compris. D'accord ? C'est pour ça que je pense que c'est une très bonne culture. Il faut laisser le fournisseur s'occuper du transport.
Surtout quand on s'appelle la société donc, du nickel, hein, Eramet, on a quand même des moyens de négociation. En France, Eramet, c'est le plus gros affréteur français. Voilà. Je continue. Donc là, cette diapo, très rapidement, c'est pour vous expliquer que les incoterms précisent comment se fait le transfert de frais, le transfert de risque. Et cette diapo, elle se lie aussi bien à l'import qu'à l'export. Si je suis à l'export, je suis ici. Si je suis à l'import, je suis de l'autre côté. Donc en fonction de l'incoterm, je sais où se fait le transfert de risque et je sais qui supporte les frais. Alors pourquoi je vais parler des incoterms et je vais arrêter d'en parler? C'est parce qu'en fin de compte, ça a une incidence directe sur les techniques bancaires. En effet, quand je dis à mon banquier, merci de bien vouloir m'ouvrir un crédit documentaire en faveur d'un fournisseur de colin d'Alaska, d'accord, et j'ai acheté le colin d'Alaska, CPT port de Nouméa, et bien tout de suite, le banquier, il sait que j'ai acheté le colin d'Alaska, donc bien sûr en container reefer, hein, d'accord, moins 28 degrés, moins 25 degrés, mais il sait que j'ai acheté, transport compris. Mais il sait qu'il n'y a pas d'assurance. Donc là, il va me regarder droit dans les yeux et me dire, monsieur le Calédonien, là, vous achetez CPT Nouméa, n'oubliez pas de vous assurer. Et dans certains cas, le banquier peut être strict en disant, il n'y aura pas d'ouverture de LC si je ne vois pas l'engagement d'assurance. Parce que la crainte que l'on a, en tant que banquier, c'est de devoir payer le fournisseur norvégien sur la base de documents conformes et que la marchandise arrive endommagée. Donc c'est pour ça que les incoterms sont importants, aussi bien entre le vendeur et l'acheteur, mais sont importants pour le banquier, parce que le banquier, lui, il sait qu'il est engagé à payer des documents, et les documents ne sont pas la marchandise. D'accord ? Documents conformes, le banquier, il paye. Marchandise non conforme, ce n'est pas son problème. Est-ce que c'est clair ce que je raconte ? Il y a des banquiers, et ils ont raison, ils sont très stricts. Ils disent à l'acheteur, vous achetez sans assurance, d'accord ? Moi, si vous ne prenez pas une assurance et je veux voir l'engagement d'assurance, je ne vous organise pas l'opération. Je pense à l'île de la Réunion, là-bas ils importent des crevettes, hein. Là ici vous les exportez, ils les importent. Et donc il y a une société chinoise qui est implantée à Saint-Pierre, qui fait des très grosses opérations, d'accord, qui s'appelle Hachou. Et en fin de compte, les banquiers, sur mes recommandations, ils ont changé de stratégie, ils ont dit à Hachou, si on n'a pas la preuve de votre assurance flottante, on n'ouvre plus de LC. Parce que la crainte, c'est de devoir payer les documents conformes d'un Vietnamien, d'un Thaïlandais ou d'un Indien, et que derrière, les services sanitaires des douanes à la pointe des galets trouvent que la marchandise n'est pas conforme. Et là, vous avez un petit billet de 300, 400, 100 000 $ qui saute. Je vous rappelle que les crevettes, c'est pas la qualité de vos crevettes, hein. C'est les crevettes qui valent 5 à 7 $ le kilo. Un conteneur, ça fait vite 22 tonnes, ça veut dire 110 à 150 000 $. D'accord ? Donc 3 conteneurs qui sont débranchés, déplugués, c'est 300 000 €. S'il n'y a pas d'assurance, là, je peux vous dire que le Réunionnais, il va pleurer. D'accord ? Pas assuré. Il faut savoir que les transporteurs sont rarement responsables des avaries. Un transporteur, il sera responsable des avaries que s'il y a une faute intentionnelle. D'accord ? Et quand bien même il est responsable, il est protégé par des conventions, Convention de Bruxelles, Convention de La Haye, Convention de Varsovie, Convention de Toronto, ça dépend des manques de transport, et il indemnise au ras des pâquerettes. Je pense qu'aujourd'hui en aérien, l'indemnisation doit être de 23 ou 24 DTS au kilo, c'est-à-dire 25 € le kilo. 25 € le kilo, il y a beaucoup de produits qui valent beaucoup plus que 25 € le kilo. D'accord ? Donc je peux avoir des médicaments qui au kilo valent 400 €. Eh ben, Air France vous perd votre colis ou le détruit, il vous donne largement 25 €. Donc c'est pour ça que les assurances sont faites pour assurer ad valorem. Quand on assure, quand je vous parlais tout à l'heure d'assurance, la marchandise elle est assurée ad valorem, c'est-à-dire à la valeur facture et pas une valeur plafonnée. Je continue. Bon, donc les incoterms, ça vous voilà. Voilà. Donc les produits proposés par les banques et entre autres la Société Générale Nouvelle-Calédonie pour l'import. Le transfert libre. Il est bien donc un importateur calédonien qui bénéficie de la confiance de son fournisseur japonais ou européen. Et le fournisseur lui dit, je t'envoie la marchandise, je t'envoie les documents, tu me règles à 60 jours date de facture. Le Calédonien, c'est le roi de l'import. Il n'a pas besoin de demander quoi que ce soit à sa banque, d'accord ? Il a juste intérêt à respecter son engagement de paiement vis-à-vis
de son fournisseur. Voilà. Le problème, c'est qu'on est dans un monde où les gens sont un peu méfiants et il y a beaucoup d'importateurs qui, en tous les cas, ne vont pas, à la première négociation, obtenir un transfert libre. D'accord ? Souvent, le fournisseur il va dire « je veux une garantie bancaire, je veux un crédit documentaire, éventuellement, je vais voir si mon assureur m'assure du risque de crédit. » Et donc, ce qui fait que l'importateur va être obligé de trouver des solutions. Donc, le transfert libre, c'est le plus simple, le plus favorable, mais sachez que ce n'est pas facile à négocier vis-à-vis d'un fournisseur. La deuxième solution, c'est la remise documentaire, qu'on appelle Cash Against Document, par Documentary Collection, Documentary Remittance. C'est une technique de paiement où on se sert des banques comme mandatées pour transporter les documents du fournisseur jusqu'à l'acheteur. Il n'y a pas d'engagement bancaire. C'est une technique qui apporte, on va dire, un niveau de sécurisation 1 étoile sur 5, qui peut être satisfaisante lorsque la relation entre le fournisseur et l'acheteur calédonien est relativement historique, saine, mais c'est quand même assez dangereux pour le fournisseur étranger. Donc, payer par remise documentaire, ce n'est pas gagné à tous les importateurs de pouvoir obtenir cette facilité de la part de leurs fournisseurs asiatiques ou des fournisseurs européens. D'accord ? D'autre part, cette technique qui est donc non engageante, elle a quand même l'inconvénient pour vous, importateurs, c'est que vous ne pouvez pas, on va dire, brider le fournisseur. Il peut faire un peu n'importe quoi, il vous met sur le fait accompli. Alors que quand vous choisissez la technique suivante, qui s'appelle le crédit documentaire, où là, il y a un engagement bancaire, cet engagement bancaire est appuyé sur des documents, ces documents ont été choisis par la banque et l'importateur en tenant compte des incoterms, du contexte du produit. Et là, il y a moyen d'exiger, entre guillemets, que le fournisseur respecte à la lettre. Je vais prendre un exemple, je reprends mes crevettes. J'importe 22 tonnes de crevettes, d'accord ? Moi, je veux des Tiger Prawn 70-75. Et je veux être sûr qu'elles sont transportées containérifères, moins 25 degrés. Et bien, mon banquier est assez fort pour que dans l'engagement bancaire, il précise que la facture doit indiquer le descriptif des marchandises. Et donc, si le fournisseur il s'amuse à me fournir des 40-45, il est mort. Si le document de transport indique température moins 15 degrés au lieu de moins 25, il est mort. Tout ça, ce sont des irrégularités qui font que le fournisseur perd l'engagement de paiement. Donc, certaines irrégularités, en tant qu'importateur calédonien, je suis prêt à m'asseoir dessus parce qu'elles sont sans conséquence. D'autres, je serai intraitable. Je prends l'exemple. Je suis Colas. Je fais une extension des trottoirs là, sur les baies. Je commande des pierres au Portugal. J'ai mis date limite d'expédition le 15 novembre 2026. Les documents arrivent à la banque calédonienne et on a la preuve que ça a été expédié le 24 décembre avec un mois de retard. On contacte Colas et Colas dit « pas de problème, je lève ». Pourquoi ? Tout simplement, la ville a eu du mal à exproprier des gens pour faire le trottoir. Donc les travaux ont pris 4 mois de retard. Donc le fait que les pierres arrivent avec 3 mois de retard, 2 mois de retard, c'est sans incidence. La question que doit se poser un importateur et sa banque, l'irrégularité qu'on a détectée dans les documents, est-ce qu'elle a une conséquence commerciale ou financière ? Ça, c'est le point important. Si elle a une conséquence commerciale et financière, il faut savoir l'évaluer. Est-ce qu'elle est inacceptable pour le client final ? Dans ce cas-là, on rejette les documents et on fait une croix sur les produits, soit on négocie. Je vais prendre un exemple tout simple. J'achète du carrelage à un Français. Je vais demander origine des marchandises, origine préférentielle européenne. Le Français qui a sous-traité la fourniture par un Italien, il se source lui-même en Chine. Donc je me retrouve avec du carrelage qui vient de Chine. La banque va s'en apercevoir. Donc elle va dire, monsieur Martini, la seule irrégularité qu'on a relevée, c'est que l'origine des produits est la Chine et pas l'Europe. Moi, en tant qu'importateur calédonien, ça peut avoir 2 conséquences. La première financière, c'est que les droits de douane sur les carreaux chinois sont de 30% au lieu de 10%. Donc j'ai un surcoût de 20%. Et deuxièmement, éventuellement, mon client final ici, qui est un promoteur immobilier, il a mis dans sa VFA, la vente en état futur achèvement, que les carreaux, c'est des Mazzetti ou équivalents italiens.
forcément, mon client calédonien, il va me dire, t'es gentil avec tes carreaux chinois, tu te les gardes. Moi, j'avais vendu à mes acheteurs d'appartements en état financièrement des carreaux européens, je ne peux pas me permettre. Vous voyez? Donc, c'est 2 motifs pour soit négocier l'irrégularité en demandant un rabais de 25%, soit en disant à la banque, je suis désolé, je ne prends pas les documents. La banque, elle s'en fiche. Hein. Elle envoie un message SWIFT à la banque française, hein, parce que le fournisseur était français, en disant, désolé, les documents sont rejetés définitivement, ils sont à notre disposition, à nos caisses, à Nouméa. Voilà, faites le nécessaire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Hein, c'est des choses qui peuvent... voilà. Et je pense qu'il faut dire aux importateurs, à un moment, il faut savoir renoncer à une marchandise plutôt que de faire un conflit avec son propre client en Nouvelle-Calédonie. Donc, crédit documentaire, tout le monde a bien compris l'esprit. Alors, le crédit documentaire, c'est un outil extraordinaire. Moi, ça fait 30 ans qu'on me dit c'est la mort du crédit documentaire. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'Europe, on en a beaucoup moins parce qu'on a d'autres produits alternatifs. Mais en tous les cas, en Asie, le produit est en croissance parce que c'est un produit intelligent. C'est un produit qui peut s'adapter au contexte. Et moi, je me fais fort de transformer ce produit non seulement en une technique de paiement, mais une technique de financement. Donc aujourd'hui, je fais des crédits documentaires qui ont des clauses de paiement, non pas à 30, 60, 90 jours, mais à 1 an ou à 2 ans. Donc au lieu de monter un crédit fournisseur ou un crédit acheteur, c'est directement dans la LC. Voilà. Bon, je ne vais pas trop détailler, mais bon, on peut faire plein de choses. La stand-by. La stand-by, c'est le produit magique. Pendant très longtemps méconnu des banques européennes, entre autres des banques françaises, parfois boudé par certaines banques, je pense entre autres à la BNP, qui considérait qu'ils perdaient des commissions en travaillant en stand-by. Ils ont vite changé d'avis parce qu'ils ont aperçu que l'avantage de stand-by, ça nécessite moins de personnel en interne pour traiter les documents. Moi, ma position, elle est la suivante. Si je suis un exportateur, on me paye dans le cadre d'une stand-by, c'est parfait. C'est-à-dire que je dis à mon client japonais, vous me payez à 60 jours par transfert libre, mais comme je veux dormir tranquille, vous mettez en place une stand-by. Donc là, je suis à l'export. Mais quand je suis importateur, entre autres importateur d'automobiles, je peux mettre en place des stand-by avec des délais de paiement plus ou moins importants. Parce que là, je peux mettre la pression sur le fournisseur en disant, dites donc là, je vous mets entre les mains une garantie de super qualité, donc vous allez faire un effort, vous allez donner 60 jours pour financer mon BFR. Mais deuxièmement, je sais que les constructeurs automobiles, ils respectent leurs paroles. Si jamais ils m'envoient des voitures qui ont été grêlées, ils ne vont jamais mettre en jeu la stand-by pour se faire payer des voitures grêlées. Mais quand je travaille dans d'autres secteurs d'activité, surtout avec des nouveaux fournisseurs, surtout qu'avec les chaînes logistiques qui ont été un peu explosées par le Covid, puis après par les crises, j'ai un nouveau fournisseur marocain, tunisien, turc, et ben je ne suis jamais à l'abri qu'il a envoyé des produits qui ne sont pas conformes, d'accord? Ils ne sont pas catastrophiques, ils ne sont pas conformes, et lui quand même, si je ne le paye pas, il met en jeu. Et là, je vais pleurer comme un crocodile, parce que je vais découvrir que ce produit est extrêmement efficace pour le fournisseur, mais qu'il y a un risque pour moi, je vais dire que c'est quasiment un chèque en blanc. Donc c'est pour ça que je dis aux banquiers, quand un client vous demande une stand-by pour son fournisseur, vous le dites droit dans les yeux, est-ce que vous avez envie de mettre en place un chèque en blanc pour votre fournisseur? Est-ce que vous avez une confiance commerciale et industrielle dans ce fournisseur? Si vous dites « OK, d'accord ». Et moi, il y a certaines banques qui font signer une lettre, d'accord, une lettre d'engagement, d'accord, comme quoi ils réservent la stand-by avec des fournisseurs sur lesquels ils ont une confiance historique, que ce n'est pas la première opération, etc. etc. Donc, les délais de paiement, il y a deux façons de travailler. Soit le délai de paiement, on essaye de l'obtenir de la part du fournisseur. Alors, il faut être raisonnable. Hein. Si j'importe en provenance du japonais, je peux tordre le cou du japonais pour qu'il me donne du délai de paiement. Vous avez vu les taux d'intérêt? 2% d'intérêt. Donc, l'argent ne lui coûte pas cher. Vous demandez à un Vietnamien 60 ou 90 jours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au Vietnam, il y a 3 semaines, les banques vous rémunèrent votre épargne à 8,75. Donc, si vous rémunèrent à 8,75, ça veut dire qu'ils vous prêtent à 16%. Donc, si mon fournisseur vietnamien, je lui dis, tu me donnes 4 mois, pour lui, c'est comme si je lui demandais de baisser le prix de 5%. Donc, je préfère aller voir mon banquier calédonien qui va me trouver un produit du style Trésoflex ou un produit équivalent et qui va me prêter à SOFR plus 100 points de base, Euribor plus 120 points de base, etc.
Vous avez compris? Donc il faut quand même que les importateurs aient conscience de ne pas demander des choses inacceptables à leurs fournisseurs, sinon ils risquent de le payer. J'y pense parce que c'était une remarque d'un grand patron d'une banque française à Dakar. Parfois, les importateurs, surtout des importateurs comme ici, vont vouloir importer en euros, parce que comme il n'y a pas de risque de change entre l'euro et le franc pacifique, c'est un bon raisonnement de leur part. Le problème, quand vous demandez à un mec du Bangladesh de vous vendre en euros, il va finir par accepter parce qu'il a faim, mais il va mettre du plus sur le prix, parce qu'une couverture de change en euros à Dakar coûte beaucoup plus cher qu'une couverture de change sur le dollar. Donc en clair, en forçant la main à mon fournisseur de me facturer dans une devise qui me rend service, de façon induite, il va majorer le prix de façon, entre guillemets, un peu déraisonnable, et donc il vaut mieux que je m'appuie sur la couverture de change que me propose mon banquier calédonien. C'est important ce que je raconte. Vous savez, c'est pour ça qu'on parle qu'il y a des zones dollars, des zones euros. Il y a des zones géographiques où les entreprises facturent en dollars parce que globalement, c'est le dollar. Et ce n'est pas que les Émirats, c'est surtout par exemple le Bangladesh, le Pakistan ont tendance à facturer en dollars, ou l'Amérique du Sud. J'ai pas fait attention à l'heure, il est quelle heure? 10h20, c'est bon, on tient la route. De toute façon, quand vous en avez marre, vous me jetez dans la baie, il y a quelques requins, je les ai vus tout à l'heure là. Voilà. Donc là, la remise documentaire, juste ce petit schéma pour montrer comment ça fonctionne. Donc si on est à l'import, je suis là. Mon fournisseur est à l'étranger. Mon fournisseur, il rêvait d'avoir un crédit documentaire. Moi, je lui ai dit non. Alors pourquoi j'ai dit non? Parce que soit mes lignes de crédit documentaire sont pleines chez mon banquier, soit je n'ai pas voulu bloquer des lignes pour cette importation. Et donc je lui ai dit, ça ira à la remise documentaire. D'accord? Bon. Mais dans d'autres cas, je vais être partant pour le payer dans le cadre d'un crédit documentaire parce que je me sers du crédit documentaire comme une assurance qualité. Vous voyez, ça dépend de la situation. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Le fournisseur, comme on l'a dit, il envoie la marchandise à l'importateur, éventuellement logé chez un transitaire, les documents à une banque à l'étranger. Ces documents, il les envoie à la Société Générale de Nouvelle-Calédonie. Et cette dernière, elle fait bien évidemment ses contrôles de conformité pour vérifier que l'opération est acceptable. Si l'opération est acceptable, elle contacte l'importateur calédonien, lui dit: j'ai deux documents vous concernant, je ne peux vous les donner que si je peux débiter votre compte parce que c'est une remise documentaire payable à vue, soit vous acceptez une traite à échéance. Alors, petite remarque que je me fais. Remise documentaire payable à vue. L'importateur n'a pas été il n'a pas très bien anticipé. Il n'a pas l'argent. La banque, sous réserve d'avoir une ligne de crédit type Trésoflex, peut financer cette importation payable à vue en accordant 30 ou 60 jours. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut coupler derrière une remise documentaire ce que certains des banquiers vont appeler une avance en devise à l'importation, d'autres vont l'appeler Trésoflex. Les produits peuvent se mixer. Et c'est pour ça que les experts des banques de la place peuvent être extrêmement utiles pour rencontrer les clients et leur montrer les différentes solutions. C'est de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les produits, il faut les prendre dans leur globalité, on peut les mélanger, les mixer, et ça répond à différentes problématiques. Vous avez la chance ici de ne pas avoir un contrôle d'échange, donc vous n'avez pas un régulateur qui vous demande de surveiller toutes les sorties de devises. Donc ici, il y a une très grande liberté. Les banques, elles peuvent être amenées à prépayer en dollars ou en d'autres monnaies, pour autant qu'il y ait une justification économique et quelques documents qui matérialisent que ça existe, c'est bon. Dans d'autres pays, c'est l'enfer. Donc ça, on en a parlé, dans l'autre sens. Donc crédit documentaire, je pense qu'on a assez parlé. Alors le crédit documentaire, ça peut couvrir des opérations commerciales de marchandises, ça peut couvrir des contrats clés en main. C'est quoi un contrat clé en main? J'achète une ligne d'embouteillage avec une mise en service, avec de la formation, et donc on aura ce qu'on appelle un crédit documentaire avec ce qu'on appelle des jalons, milestones. D'accord? Et donc, pour chacun des milestones, les documents requis ne sont pas exactement les mêmes. D'accord? Pour la marchandise, c'est documents de transport et d'autres documents. Si c'est par exemple une formation,
ça peut être tout simplement un PV accompagné de la feuille d'émargement, vous voyez. Et si c'est une mise en service, ben c'est un PV net de réserve. Donc ces documents sont déterminés par l'importateur, le donneur d'ordre, et par la banque. Donc je vous dis, pourquoi utiliser le crédit documentaire import? C'est juste pour vous dire qu'un crédit documentaire, en apparence, c'est fait pour protéger le fournisseur, c'est vrai, du risque de non-paiement. Mais quand on est malin, on se sert de cette technique-là aussi pour verrouiller l'importation et en faire un produit d'assurance qualité. Voilà, donc là c'est juste pour rappeler qu'il y a une autonomie entre le contrat et la LC. Donc quand une importation est payée par LC, c'est ce que dit la LC qui est plus fort que le contrat. Donc là c'est l'ensemble de l'opération. Ça, il y a des champs Swift parce que c'est des messages Swift. Donc ça c'est un peu technique. Donc les recommandations, donc ça n'importe quelle banque de la place, elle a envie de dire ça à son client. Lui dire, voilà, la LC, c'est pas un bout de torchon, il faut quand même le soigner, le préparer. On peut travailler avec vous sur un draft et de telle façon à bien vérifier que la LC vous rend bien service. Donc voilà, la description de la marchandise, d'accord. Moi j'ai déjà vu des LC, 20 tonnes de crevettes, zéro pointé. Hein. Moi je veux bien 20 tonnes de crevettes, mais avec le type de crevettes, la taille des crevettes et avec une précision qu'elles sont transportées en conteneur IFER, moins 25 degrés, conteneur 20 pieds, vous voyez, donc précision d'orfèvre. Et là-dessus, la chance des importateurs, c'est que les banquiers ici sont quand même des banquiers qui sont très techniques, et donc si jamais il y a un raté, c'est le banquier qui va récupérer que la demande d'ouverture est imprécise, il va revenir via le chargé d'affaires pour faire préciser. Mais bon, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un stagiaire qui traîne, qui descende du cocotier, et paf, l'ouverture, elle est faite sans un contrôle rigoureux. Donc forcément, l'importateur, il a de prendre l'habitude quand même d'ouvrir des demandes d'ouverture de Crédoc qu'il a lui-même quand même verrouillé au minimum. Comme ça, la banque, elle va juste rajouter du plus. Donc quel document demander, quelle date incorporer, quelles conditions additionnelles, etc. Donc là, je ne veux pas trop détailler. Tout dépend de ce que je fais faire venir, hein, d'accord, hein. Je vais prendre un exemple. Je vais acheter des gels douche en Thaïlande, d'accord, et j'ai décidé de faire une opération promotionnelle dans toute la grande distribution en disant 3 gels douche pour le prix de 2. Si je commande à un Thaïlandais ce genre de choses, je veux que ça soit blisté depuis l'usine en Thaïlande, que les mentions soient en français et pas en thaï, sans faute d'orthographe, et que s'il y a le logo de, je sais pas moi, Carrefour City ou machin, que ça soit le bon rouge ou le bon noir. D'accord ? Donc tout ça, ça peut se verrouiller dans le cas d'un crédit documentaire. Parce qu'on peut très bien demander, d'avoir la photo, comme quoi ça a été blisté, et éventuellement qu'on ait la photo aussi des mentions. Tout est possible. Tout est possible. Les banquiers sont capables d'énormément faire de choses pour les entreprises. Encore faut-il que les entreprises manifestent leurs besoins de façon précise, et la banque trouve toujours des solutions en liaison avec le client. Donc, comment gérer la demande de levée d'irrégularités? Donc ça, je vous ai prévenu. À l'import, la banque, elle peut détecter des irrégularités. Et je vous dis franchement, sans rigoler, souvent les entreprises, elles disent à la banque, je lève. Non. Il faut bien vérifier quelles sont les irrégularités, quelles sont les conséquences. Et moi, même parfois, je fais un travail de déconstruction par rapport aux entreprises. Je dis à la banque, non. Ils vous disent qu'ils veulent lever. Revenez vers eux en leur rappelant de bien vérifier quelles sont les conséquences des irrégularités. Parce qu'une fois qu'on a levé, c'est fini. On sera obligé de payer à vue ou à échéance, quelles que soient les conséquences pour l'entreprise. Tu vois, par exemple, un conteneur, moi, qui m'arrive, et la banque me dit c'est marqué moins 15 degrés au lieu de moins 25 degrés, bien sûr qu'il y a de fortes chances que c'est une faute de frappe. Mais si ce n'est pas une faute de frappe, quand ça va arriver ici, les autorités vont faire des prélèvements, vont dire qu'il y a des microbes, des machins qui se sont développés, et le conteneur à la poubelle. Je peux vous raconter des anecdotes pendant tout un week-end. Hein. Des cas, Sogé, Natixis, machin, voilà. Donc il faut quand même extrêmement rigoureux. Bon, ça je ne parle pas trop, on en a parlé un peu, voilà. Quand j'ai mis UPAS, Finasia, c'est en fin de compte des LC qui prévoient que la banque, donc les banques qui sont présentes ici, vont prépayer le fournisseur sur la base de documents conformes, d'accord, et soit les intérêts sont à la charge du Calédonien, soit à la charge donc du bénéficiaire,
Et dans certains cas, au lieu d'utiliser une clause en LC, l'LC payable à vue, mais on a ce qu'on a appelé une avance sans devise à l'import ou un trésor-flex. Ça, je passe. La standard, on a déjà parlé. Les garanties. Ça sera un peu le mot de la fin, puis après, voilà. Vous allez me dire, Monsieur Martini, qu'est-ce que vous venez nous prendre la tête avec vos garanties? Les garanties, en tous les cas, en métropole et en Europe, c'est une explosion des demandes de garantie. Les banques émettent énormément de garanties. On est dans un monde perturbé. Chacun se regarde en chien de faïence, veut verrouiller les opérations, et on s'aperçoit qu'en fin de compte, rien ne vaut une bonne garantie. Parce qu'une garantie, c'est un engagement extrêmement fort. Je racontais ça à certains collaborateurs de la SOG. J'étais avec la RDC dans une banque qui s'appelle Robank. C'est un pays minier, la RDC, en Afrique. J'ai découvert chez eux qu'ils demandent des garanties, ils émettent des garanties environnementales. En fin de compte, le gouvernement de RDC s'est aperçu que les Chinois et les Américains, ils viennent exploiter des mines. Dans le contrat d'exploitation, c'est marqué qu'ils doivent boucher les trous, refaire une forêt. Et en fin de compte, ils partent comme des voleurs et ils laissent des terrains qui sont totalement spoliés avec éventuellement des déchets, etc. Donc, pour mettre les exploitants miniers dans le droit chemin, on leur demande des garanties de 5, 10, 20 millions de dollars que les banques locales émettent sous la contre-garantie des banques chinoises ou des banques américaines. Et ça permet au gouvernement de RDC de s'assurer qu'on ne va pas piller leur pays. Voilà. Et donc, je peux vous donner des dizaines d'exemples où, dans le cadre de la protection entre un Calédonien et son fournisseur ou son client, des garanties pourraient être émises pour verrouiller les choses. Je ne sais pas si je suis clair. Je vais prendre un exemple un peu imaginé. Je m'appelle Arc-en-Ciel, je suis une société de location de voitures. Je veux me démarquer par rapport aux autres, je veux avoir des voitures qui ont toujours moins d'1 an. D'accord? Donc je vais signer un partenariat avec Opel et Toyota et je leur dis, je vous prends des voitures, à 1 an, vous me les reprenez dans certaines conditions. Le problème, c'est que je peux très bien avoir Arc-en-Ciel qui se dit, est-ce que soit le constructeur, soit le distributeur à Singapour qui représente Toyota ou machin, il va me reprendre vraiment les voitures? Eh bien, on a des garanties qui s'appellent garanties buyback. C'est des garanties qui disent tout simplement que si le fournisseur de voitures ne reprend pas les voitures, eh bien, Arc-en-Ciel va mettre en jeu la garantie et va se trouver indemnisé. C'est juste un petit exemple. D'accord? C'est clair? Je prends un deuxième exemple. Je vais l'appeler Ramed, ça s'appelle ici SLN. Ils achètent une machine pour faire des trous, comme un tunnelier. Ils ont 2 ans de travaux. Au bout des 2 ans, cette machine qui vaut 50 millions, ils veulent que le constructeur lyonnais reprenne cette machine. Ils ont peur que le constructeur, il oublie qu'il s'était engagé à reprendre la machine, dans des conditions qui ont été prédéterminées et qui peuvent être ajustées par rapport à un audit. Eh bien, buyback. SLN va aller voir une banque de la place, dire comment je peux me protéger. Et vous, banquier, vous allez leur dire, c'est très facile. Il suffit que nous, banque calédonienne, sous la contre-garantie d'une banque européenne, on nous demande d'émettre une garantie qui dit tout simplement que si le fournisseur ne respecte pas son engagement de reprise, eh bien, on vous indemnise, etc. Donc il y a plein d'idées. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire un topo, mais vous, Calédoniens, comme vous, Français, comme vous, Africains de l'Ouest, vous me parlez de caution en permanence, c'est un mot que je ne prononce jamais. On n'a que des garanties. D'accord? Et donc, il faut quand même savoir que la différence entre un cautionnement et une garantie, c'est à peu près la même différence qu'entre le jour et la nuit. Donc, quand on parle de l'un à la place de l'autre, on se met un doigt dans l'œil. On est d'accord? Voilà. Et donc, il est bien important de bien connaître la différence. Et on a des textes que nous, banquiers calédoniens, on a établis qui datent de la préhistoire, qui traînent dans les armoires avec plein de poussière, où il y a le mot cautionnement dans tous les coins. Le jour où on est mis en jeu, on va se dire « Oh, c'est un cautionnement, on ne paye pas ». Et vous allez avoir un bénéficiaire, éventuellement conseillé par Martini, qui va dire « T'es bien gentil, mais devant un tribunal, on va requalifier le texte de garantie ». Donc il faut faire très attention. Ce que dit le texte, c'est plus important que le titre.
Bon, je pense que j'ai pas mal raconté le truc, là. Bon, moi, je suis là pour répondre à vos questions. Là, j'ai fait un peu un petit show là, pour vous présenter un peu tout ça. En tout cas, je suis ouvert pour répondre à toutes les questions. Je ne peux même pas vous proposer d'aller à la plage, à la baie des Citrons, parce qu'à cette heure-ci, les requins, ils se sont dit, tiens, c'est le digestif, là. Voilà. Donc, je suis à votre écoute. Je crois qu'il y a des micros qui peuvent circuler. Alors, ça peut être des questions purement bancaires, ça peut être des questions commerce international. Je répondrai en fonction de mes connaissances un peu limitées, mais quelques connaissances. Est-ce que quelqu'un a des questions? Bonjour, bonsoir. Bonjour, monsieur, enchanté. Vous parliez de garanties. Alors, ces garanties, on est confronté des fois, quand on importe du matériel de haute technologie, qu'on doit répondre à des appels d'offres sur les marchés publics ou à des fournisseurs. On a si toutefois la marchandise n'est pas bonne, donc on a des garanties qui nous garantissent que la marchandise n'est pas bonne, mais nous, derrière, on a des pénalités de retard, donc on a des conséquences financières qui sont beaucoup plus importantes. Et ces garanties, en général, ne prennent pas en compte les aléas qui sont complémentaires à l'importation, à proprement dit, du matériel. J'ai très bien compris la question, je vais le reformuler autrement. Vous commandez des équipements chez Caterpillar, que vous devez livrer soit à la SLN, soit éventuellement à la direction des travaux publics ici. Et en fin de compte, vous avez remporté un marché public avec des dates limites de livraison. Et en fin de compte, imaginons que les équipements que vous recevez, il manque des éléments électroniques qui ne peuvent pas fonctionner. Vous avez reçu une garantie constructeur Caterpillar, qui est en fin de compte un engagement papier, qui n'est pas monnayé. Ils s'engagent juste à vous changer les équipements sous 8 jours, 15 jours. Et de l'autre côté, vous avez donc un acheteur public qui, conformément aux règles des marchés publics, vous a mis des pénalités pour retard de livraison sans aucune excuse possible. D'accord ? Là, c'est que de la négo. C'est que de la négo. Donc moi, j'ai juste ce problème-là avec Safran. Donc là, c'est plutôt sur des sanctions internationales. Un contrat qui peut pas être exécuté parce qu'entre le moment où il a été signé et le moment où Safran décide de ne plus livrer, eh ben, le client est devenu sous sanction. Il faudrait que vous m'envoyiez un mail, qu'on réfléchisse et que je vous donne quelques pistes. Là, comme ça, j'ai pas trop envie de dire n'importe quoi. Ça peut coûter cher, hein. Ça peut coûter très très cher en fonction des montants. Ah mais bien sûr, ça peut. Voilà. Mais après, rien ne vous interdit quand même de faire une contre-proposition. Parce que souvent on dit marché public, on doit accepter les conditions, etc. C'est vrai, mais quand même, l'acheteur public, il a besoin de vous. Donc, il a besoin de vous, d'accord ? Même s'il fait les gros bras, il a besoin de vous. Donc, à un moment, on peut trouver des clauses à insérer dans la garantie qui permettent à la banque de ne pas payer à première demande. Si, par exemple, j'improvise, hein, il est marqué dans la garantie que vous avez mis en place que si elle est mise en jeu et que les manquements du fournisseur sont liés aux manquements de son sous-traitant qui relèvent de la force majeure ou de l'imprévision, la banque suspendra le paiement. On peut trouver des formulations. Après, le texte, il est accepté ou pas accepté. Mais après, on va vous dire, c'est à vous de sélectionner vos fournisseurs pour qu'ils ne vous plantent pas. C'est à vous d'aller faire des prévisites pour vérifier. Bon, on peut toujours vous rebalancer la responsabilité. Mais je comprends très bien ce que vous dites. Mais bon, moi, parce qu'avec Eramet, j'ai beaucoup travaillé avec Caterpillar pour des équipements de chantier, mais aussi pour EMD, électromoteurs diesel, des locomotives. Voilà. C'est quand même des boîtes qui respectent leurs engagements. Donc après, il faut voir avec quel fournisseur vous travaillez et voir comment on peut le responsabiliser. Mais bon, il y a des solutions, mais qui nécessitent un petit travail juridique.